Alors bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je remets mon micro. J'espère que vous allez bien. Normalement ce dimanche vous avez déjà passé les fêtes de Noël. J'espère que ça s'est bien passé, réveillon et le lendemain avec vos familles. Donc ici aujourd'hui ce soir nous allons terminer la Tour de la Terreur. Je vais lire tout le reste, comme ça on est tranquille pour cette fin d'année. Et la prochaine sera le tome numéro 19. Je ne sais pas par cœur le titre, on le verra à la fin de ce livre. Rappelez-vous où nous en étions laissés. Eddie et Sue avaient échappé de la tour au mec à la grande cape là. C'était pas un bourreau, hein. Je pense pas que ce soit un bourreau le gars qui les poursuit. En tout cas il est très bizarre, il se balade avec des genres de galets blancs, il poursuit les gamins comme s'il les connaissait en disant vous ne quitterez pas de nouveau la tour, comme si ça avait déjà été fait. Ils s'étaient donc enfuis de la tour, ils avaient trouvé donc l'hôtel où leurs parents étaient restés, parents qui apparemment n'existent pas, ils n'ont pas souvenir de leur visage, ils ne se rappellent plus de leur nom de famille, la chambre qu'ils étaient censés occuper est complètement vide, la seule chose qu'ils se rappellent c'était la balade dans la tour et leurs prénoms respectifs. Ce qui est étrange, c'est que la semaine passée, je vous avais dit qu'il y avait bizarrerie dans le sens que à chaque fois le guide et le groupe partaient sans eux et que je me demandais si c'était pas les gamins, c'était pas des fantômes que personne ne voyait. Mais ce qui était très étrange, c'est qu'en lisant la suite, il y a un vieux monsieur, là, le gardien de la tour, qui ont parlé aux gamins. Tout le monde dans l'hôtel voit les gamins. Le taximan qui demande sa thune, il voit les gamins. Donc c'est étrange. Je ne pensais que seul le gars sombre les voyait. Donc bizarre. Et donc en tant que je parle du taximan, rappelez-vous, il était à la poursuite des enfants qui avaient fui via une porte où c'était écrit, je pense, voie sans issue, un truc comme ça, mais ils ont quand même été dedans. Et une fois qu'ils ont pénétré là-dedans, on dirait que le décor a changé du tout, parce que d'un côté c'est l'hôtel, et vraiment derrière la porte, on dirait qu'ils sont de nouveau dans la tour, et on s'était laissé sur le fait que l'homme bizarre qui poursuit les gamins, les ont trouvés. Donc, installez-vous confortablement pour la fin du livre. Je vais commencer le 17e chapitre sur 32. Donc, on a de quoi lire. Sur ce, comme d'habitude, vous savez, je vous souhaite une bonne écoute. Nous étions acculés contre la porte vitrée. Tandis que notre poursuivant s'avançait vers nous à grands pas, je distinguais de nouveau ses traits dans la pénombre. Le nez en bec d'aigle, les petits yeux froids, la bouche mince et son odieux rictus. Il tendit la main vers Eddie, paume ouverte. « Rends-les-moi, ordonna-t-il. » Eddie lui lança un regard abasourdi. « Hein? Que voulez-vous que je vous rende? »« Rends-les-moi tout de suite, tonna l'homme en noir. Cesse de jouer à ce petit jeu-là. » L'expression d'Eddie changea lentement. « Si je vous les rends, vous nous laisserez partir ?» J'étais totalement dépassé. Rendre quoi? L'inconnu fit entendre un petit rire sec. Cela ressemblait plutôt à une quinte de toux. « Tu oses me proposer un marché ?» gloussa-t-il. Je ne pus m'empêcher de crier. « Eddie, pour l'amour du ciel, de quoi parlez-vous » Mais Eddie ne me répondit pas. Les yeux rivés sur le visage de l'homme en noir, il répéta. « Si je vous les rends, vous nous laisserez partir ?»« Tu es en train de me mettre en colère, » dit l'homme avec un froncement de sourcils. « Tu ferais mieux d'obéir. » Sa voix me donna le frisson. Eddie poussa un soupir et plongea la main dans la poche de son jean. À ma stupéfaction, il en sortit les 3 petites pierres blanches. Mon frère, le pickpocket, avait encore frappé. « Eddie, quand as-tu pris ça ?» demandai-je. « Dans l'égout, » expliqua Eddie, au moment où il m'a enveloppé de sa cape. « Mais pourquoi ?» Il haussa les épaules. « Je n'en sais rien. Il avait l'air de trouver ces cailloux importants, alors j'ai pensé... » « Ils sont importants, » interrompit l'homme en noir en lui arrachant les pierres des mains. « Alors vous nous laisserez partir maintenant ?» lui lança Eddie. « Oui, nous allons partir, » murmura distraitement l'homme en noir qui concentrait toute son attention sur les pierres. « Ce n'est pas ce que j'ai dit, » protesta Eddie. L'homme l'ignora. Il empila les pierres l'une sur l'autre dans le creux de sa main. Puis, il se mit à chantonner quelque chose dans une langue étrange que je ne comprenais pas. Dès que les mots sortirent de sa bouche, le couloir bougea, devint flou. Le sol tangua sous mes pieds. L'homme en noir devint flou lui aussi. Sa silhouette ondulait devant mes yeux. Une vive lumière m'aveugla.
Je ressentis une douleur aiguë dans la poitrine, comme un coup de poignard, et je m'évanouis. Une lueur orange vacillait dans les ténèbres. J'ouvris les yeux et me dressai sur mon séant. L'homme en noir avait disparu. Eddie, assis par terre à mes côtés, regardait autour de lui d'un air hébété. « Eddie, tu vas bien ?» demandai-je d'une voix tremblante. Je crois, balbutia-t-il. Nous étions dans un profond corridor éclairé par des torches. Je remarquai des portes voûtées le long des murs et au-dessus de chaque porte, une torche plantée dans un support. « Comment a-t-on atterri dans ce drôle d'endroit ?» s'étonna mon frère. « Où est passé l'homme à la cape noire ?»« Je n'en sais rien, répondis-je. Je suis aussi déconcerté que toi. » Je lui tendis la main pour l'aider à se lever et ajoutai. « Je suppose que nous nous trouvons dans le sous-sol de l'hôtel. Il doit vouloir lui conserver son style ancien. Tâchons de sortir d'ici. » Nous passâmes devant une porte après l'autre. On n'entendait que le bruit étouffé de nos pas. Il n'y avait personne. Toutes les portes étaient fermées. La flamme orange des torches, le silence, les portes closes, tout cela dégageait une impression troublante. « Je veux retourner dans le hall de l'hôtel, » murmura Eddie. « Peut-être que papa et maman sont rentrés maintenant. Peut-être qu'ils nous attendent. »« Peut-être, » fis-je, sceptique. Le corridor débouchait sur un autre, puis sur un autre, et un autre encore. Il s'agissait en fait d'un véritable dédale de corridors. Tous étaient silencieux. Tous étaient éclairés par des torches. Il doit bien y avoir un ascenseur quelque part, marmonnai-je. À un croisement, je faillis me heurter à un groupe de gens qui passaient par là, et cela m'arracha un cri de stupeur. Je les regardais s'éloigner, bouche bée. Ils étaient vêtus de longues tuniques, avec une capuche rabattue sur le visage. Ils se déplaçaient sans faire de bruit, et ne nous prêtèrent pas la moindre attention. « Pouvez-vous nous dire où est l'ascenseur ?» leur cria Eddie. Ils ne répondirent pas. Eddie leur courut après. « S'il vous plaît, où est l'ascenseur ?» L'un d'eux se retourna et s'immobilisa tandis que les autres poursuivaient leur chemin. Je rejoignis mon frère et observai le visage du personnage encapuchonné. C'était un vieillard tout ridé, aux sourcils broussailleux, aux yeux sombres. Il nous examina tour à tour. Une grande tristesse se peignit sur ses traits. « Je sens le mal rôder autour de vous, » chuchota-t-il d'une voix rauque. « Quoi ?» m'exclamai-je. « Ne quittez pas l'abbaye, » conseilla le vieil homme. « Le démon vous poursuit. »« Quelle abbaye ?» demandai-je. « Que voulez-vous dire ?» Le vieillard resta muet. La lueur dansante des torches se reflétait dans son regard chagrin. Il secoua lentement la tête, puis tourna les talons et s'éloigna derrière ses compagnons, l'ourlet de sa tunique frôlant le sol nu. « Qu'est-ce qu'il racontait ?» s'inquiéta Eddie après son départ. « Il voulait nous faire peur ou quoi ?» « C'était probablement une farce, répondis-je. Je parie que ces gens se rendent à une soirée costumée. » Il fronça les sourcils. « Non, Sou, il n'avait pas l'air de s'amuser. » Je soupirai. « Trouvons vite cet ascenseur et retournons à la réception. Je n'aime pas cette partie de l'hôtel. Elle me donne la chair de poule. »« Et ne renverse pas les rôles, » ironisa Eddie. « D'habitude, le trouillard, c'est moi. » Au fur et à mesure que nous explorions un corridor après l'autre, je me sentais de plus en plus perdu. Impossible de dénicher un ascenseur, un escalier, une quelconque issue. « On va marcher comme ça jusqu'à la fin de nos jours ?» se plaignit Eddie. « Il doit bien y avoir une sortie quelque part. »« Faisons demi-tour, » suggérai-je. « Le chauffeur de taxi est sans doute parti maintenant. Retournons sur nos pas et sortons par le restaurant. » Bonne idée. Nous ne risquions pas de nous tromper. Il suffisait de revenir en arrière et de prendre chaque croisement à gauche plutôt qu'à droite. Nous marchions vite, sans échanger un mot. En chemin, j'essayais de me rappeler mon nom. J'essayais de me rappeler le visage de mes parents, un détail de ma vie passée. Perdre la mémoire, c'est terrifiant. Parce que le problème est en vous, à l'intérieur de votre esprit. Vous ne pouvez pas l'ignorer et vous ne pouvez pas le résoudre. Vous vous sentez complètement impuissant. « Oh non !» s'exclama soudain Eddie. Ce cri me fit émerger de mes pensées en sursautant. Nous venions d'atteindre le bout du dernier corridor. Le restaurant de l'hôtel aurait dû se trouver de l'autre côté de la porte vitrée. Mais il n'y avait pas de porte vitrée. Un mur solide se dressait à sa place. « J'en ai assez !» gémit Eddie. « Je veux sortir !» Il se mit à donner des coups de poing rageurs contre le mur. Je l'attirai en arrière. « Arrête, Eddie, nous avons dû nous tromper de croisement quelque part, c'est tout. »« Non, nous ne nous sommes pas trompés, tu le sais bien. »« Alors où est le restaurant ? Où est la porte vitrée ? Tu crois qu'ils l'ont muré pendant qu'on regardait ailleurs ?»
Il allait me répondre quand un bruit de voix nous parvint. Me retournant, je repérai sur ma droite un passage étroit que je n'avais pas remarqué auparavant. Les voix semblaient provenir de là. Un brouhaha confus ponctué d'éclats de rire. « Le restaurant, dis-je, tu vois? Nous avions manqué un tournant. Nous serons hors d'ici dans quelques secondes. » Le visage d'Eddie reprit des couleurs. Le bruit s'intensifia quand nous pénétrâmes dans le passage. Au fond de celui-ci, une porte ouverte laissait échapper un flot de lumière. En arrivant sur le seuil de la porte, je fus saisi de stupeur. Ce n'était pas le restaurant dans lequel nous avions pris le thé. Je promenai un regard effaré dans la salle immense, éclairée elle aussi par des torches fichées le long des murs. Un grand feu où se consumaient des troncs d'arbres entiers crépitait dans une gigantesque cheminée. Des convives étrangement vêtus étaient assis sur des bancs de bois autour de longues tables. Devant la cheminée, un cerf rôtissait sur une broche. Les tables étaient jonchées de nourriture, viande, légumes et fruits de toutes sortes. Je ne vis ni assiette ni couvert. Les gens se contentaient de tendre la main et de prendre ce qu'ils voulaient. Ils mangeaient bruyamment, en parlant fort, et buvaient dans des coupes de métal. Ils les entrechoquaient en riant ou en assénant de grands coups sur la table, renversant du vin çà et là. Des poules voletaient à travers la salle en caquetant, poursuivies par un gros chien jaune. Un bébé dormait sur les genoux d'une femme aux formes épanouies qui tenait un os de gigot et en arrachait la viande à belles dents. Toutes les personnes présentes arboraient des tenues étonnantes. Tuniques de toile écrue, juste au corps de cuir, collants noirs. Certains portaient des vêtements ornés de fourrure, en dépit de la chaleur qui émanait de la cheminée. Nous n'osions pas nous avancer. « Ça ne peut être qu'une fête costumée, chuchotai-je à Eddie. C'est ici que devait se rendre la procession que nous avons croisée tout à l'heure. » Des enfants en haillons jouaient sous les tables. Dans un coin, un homme revêtu d'une peau d'ours se tenait près d'un tonneau géant. Il en tirait à la demande une boisson brunâtre dont il remplissait les coupes en métal. « Tu parles d'une fête costumée, me souffla Eddie en retour. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Qui sont ces gens ?» Je haussai les épaules. « Je n'en sais rien. J'ai même du mal à comprendre ce qu'ils disent. Et toi ?» Eddie secoua la tête. « Ils ont un drôle d'accent. Mais l'un d'eux pourrait peut-être nous indiquer le chemin de la sortie, suggérai-je. Demandons toujours. » Je pénétrai timidement dans la salle, Eddie sur mes talons, et me dirigeai vers un homme qui faisait tourner le cerf sur sa broche. En chemin, je faillis trébucher sur un chien endormi. L'homme ne portait qu'un pantalon de toile, grossière, serré aux genoux. Sa poitrine nue ruisselait de sueur. La forte odeur de viande rôtie assaillit mes narines. « Excusez-moi, monsieur, dis-je. » Il se retourna et ses yeux jaillirent de leurs orbites. « Excusez-moi, répétai-je devant son air ahuri. Pouvez-vous nous dire comment sortir de l'hôtel ?» Il se contenta de me regarder, bouche bée. On aurait cru qu'il n'avait encore jamais vu une fille de 12 ans en jean et en t-shirt. 2 fillettes vêtues de longues tuniques grises s'approchèrent pour nous dévisager avec la même expression hébétée. Leurs cheveux blonds hirsutes retombaient en masse désordonnée sur leurs épaules. De toute évidence, elles ignoraient ce qu'était un peigne. Je me rendis soudain compte qu'on n'entendait plus le moindre bruit. Même les poules avaient cessé de caqueter. Comme si quelqu'un venait de tourner un bouton et de couper le son. Mon cœur se mit à battre à coups précipités. Me retournant, je vis que tous les dîneurs avaient les yeux braqués sur nous. La stupéfaction se lisait sur leur visage. « Désolé d'interrompre votre soirée, balbutiai-je. » C'est alors que tout le monde se leva en même temps, m'arrachant un cri de frayeur. Un banc se renversa avec fracas, des monceaux de nourriture tombèrent par terre, et un énorme individu à la face cramoisie nous montra du doigt en braillant. « Ce sont eux! Ce sont eux !» « Ils nous connaissent ?» me chuchota Eddie. Toute l'assistance continuait de nous fixer des yeux. « Nous voulons seulement trouver la sortie, dis-je d'une voix tendue. » Personne ne répondit. Je fis une nouvelle tentative. « Quelqu'un peut-il nous aider ?» Silence. « Qui sont ces gens étranges ?» me demandai-je. « Pourquoi nous regardent-ils comme ça? Pourquoi ne nous répondent-ils pas ?» Ils se mirent soudain à bouger, à échanger des propos animés en gesticulant, et je reculai instinctivement. « Nous ferions mieux de nous en aller, murmurai-je. Je n'entendais pas ce qu'ils disaient, mais je n'aimais pas l'expression de leur visage, et je n'aimais pas non plus la façon dont ils se déplaçaient le long du mur, comme pour nous encercler. « Sauf qui peut, Eddie !» Des cris s'élevèrent tandis que nous nous élancions vers la porte ouverte. Les chiens aboyèrent.
Ce vacarme nous poursuivit dans l'enchevêtrement de corridors où nous courions à perdre haleine. Je sentais encore la chaleur du feu sur mon visage, l'arôme puissant du cerf en train de rôtir. Je ralentis un instant pour reprendre mon souffle, m'attendant à les voir surgir. Mais le corridor était vide et le bruit de leur voix décroissait au loin. Je repris ma course et rattrapai Eddie. L'éclat diffus des torches me donnait l'impression de flotter dans un brouillard orange. Une porte apparut tout à coup devant nous, une porte que nous n'avions encore jamais vue. « Elle ne peut que mener au dehors, me dis-je. » Eddie cria de joie. Je me précipitai, les bras en avant. Je poussai de toutes mes forces. La porte s'ouvrit si aisément que je faillis tomber. Et je sortis sous le soleil, à l'air libre, enfin. Nous avions émergé du sombre labyrinthe des corridors de l'hôtel. Il me fallut quelques secondes pour m'habituer à la clarté soudaine qui m'éblouissait. Je clignais des paupières. « Oh non !» m'exclamai-je. « Eddie, que s'est-il passé ?»« Nous sommes en plein jour !» bégaya Eddie. Mais l'apparition du soleil n'était pas la seule raison de mon étonnement. Tout avait changé. Le décor n'était plus le même. Je tournais la tête de tous côtés. Pas de voiture, pas de bus. L'avenue de l'hôtel n'était plus qu'une route poussiéreuse et semée d'ornières qui s'éloignaient à travers champs. Les grands buildings avaient aussi disparu. Le long de la route, on ne voyait que des petites fermettes, des chaumières et des huttes basses sans fenêtres. À côté de la maison la plus proche se dressait un grand tas de foin. Non loin de là, une vache mâchouillait placidement. Des poules et leurs poussins picoraient dans la poussière en gloussant et pépillant. « Mais où sommes-nous » demanda Eddie. « On croirait que nous avons fait un saut en arrière dans le temps, » répondis-je, mal à l'aise. Deux hommes passèrent devant nous, chacun tenant sur l'épaule un panier d'osier rempli de poissons argentés. Ils avaient des barbes fournies et des cheveux embroussaillés. Ils portaient d'amples pantalons de toile grossière. Deux femmes en longues robes grisâtres étaient à genoux dans un champ, arrachant des légumes en forme de racines. Un homme qui menait par le licou un cheval aux côtes saillantes s'arrêta près d'elle pour leur dire quelque chose. À la place de notre hôtel s'étendait un long bâtiment de pierre qui devait être une sorte d'auberge. « C'est insensé !» gémit Eddie en fourrageant dans ses boucles brunes. « J'ai l'impression de devenir fou sous... » La lumière du soleil accentuait sa pâleur. Moi aussi, avouai-je. Je fis quelques pas le long de la route. Il avait plu pendant la nuit. Le sol était mou et boueux par endroits. Des vaches beuglèrent au loin. « Nous sommes à Londres, me dis-je. Comment peut-il y avoir des vaches en plein Londres? Où sont les magasins, les taxis, les autobus impériales ?» Puis j'entendis quelqu'un siffloter. Un garçon aux cheveux blonds, à peine plus âgé que moi, surgit de derrière l'auberge. Il était vêtu de guenilles et serrait un volumineux fagot de bois entre ses bras. Je courus dans sa direction. « Hé !» criai-je. « Hé !» Ses yeux bleus s'agrandirent de surprise. Il posa son fardeau à terre. La brise soulevait ses longs cheveux. « Votre serviteur, gente demoiselle, dit-il. » Il parlait avec un curieux accent. « Bonjour, répondis-je d'une voix mal assurée. Vous êtes une voyageuse ? Oui, nous sommes perdus, mon frère et moi. Nous ne retrouverons pas notre hôtel. Il fronça les sourcils. Il n'avait pas l'air de comprendre. Notre hôtel, insistai-je. Le Berkeley. Savez-vous où il est ? Berkeley ? Répondit-il. Hôtel ? J'attendis sa réponse, mais il se contenta de me regarder un moment, l'air perplexe. Je ne connais pas ces mots étrangers, déclara-t-il enfin. Hôtel, articulai-je avec impatience, un endroit où dorment les voyageurs. La plupart dorment à l'abbaye, répondit-il en me montrant le long bâtiment derrière nous. Il ramassa son fagot et ajouta. Il faut que je rapporte ce bois à la maison. Puis il me salua poliment et s'éloigna. Et dit, ce garçon ne sait même pas ce que c'est qu'un hôtel. Est-ce que tu peux croire ça? Je me retournai. Eddie? Il n'était plus là. Eddie! Eddie! L'inquiétude me serrait la gorge. Où était-il passé? Mes appels répétés firent se retourner les deux femmes qui ramassaient des légumes. Vous n'avez pas vu mon frère? Leur criai-je. Elles secouèrent la tête et reprirent leur travail. Une charrette tirée par un bœuf arriva sur moi en brinque-ballant, et j'ai dû faire un bond en arrière. Le conducteur était un gros homme, à la poitrine nue, à la peau hâlée par le soleil. Il frappait l'échine du bœuf avec les cordes qui lui servaient de rênes et lui criait d'aller plus vite. Les roues de bois creusaient de profonds sillons dans la boue. Des poules s'éparpillèrent de tous côtés, laissant volter quelques plumes. Les deux femmes ne levèrent même pas les yeux. Je me dirigeai vers l'entrée de l'abbaye. « Eddie, tu es là ?»
Je poussai la porte et scrutai le long corridor. Vide. De toute façon, me dis-je, nous venons tout juste d'en sortir. Eddie ne retournerait pas là-dedans. Alors où est-il? Comment avait-il pu m'abandonner ainsi? Disparaître sans crier gare? Pas de panique, Sue. Mon angoisse ne faisait que s'accentuer. Je savais qu'Eddie était bien trop craintif pour partir à l'aventure sans moi. Son absence avait quelque chose d'anormal. Je décidai d'aller enquêter du côté du premier logis. La porte était ouverte. Je remarquai une table de bois brut et 2 tabourets. Il n'y avait personne. Je fis le tour de la maisonnette. L'arrière donnait sur une vaste prairie verdoyante qui épousait la pente d'une colline. Quelques vaches y broutaient, le museau dans l'herbe. Je mis mes mains en porte-voix et appelai de nouveau mon frère. La seule réponse fut le beuglement lointain d'une vache. Poussant un soupir, je tournai les talons et repartis sur la route. J'étais décidé à fouiller une maison après l'autre. Eddie ne pouvait pas être bien loin. J'avais fait quelques pas en direction de la chaumière suivante quand une ombre se posa sur mon chemin. Surprise, je levai les yeux et reculai d'effroi devant la haute silhouette qui se dressait devant moi. Le vent agitait sa cape noire. Son chapeau à large bord, enfoncé sur le front, masquait en partie son visage livide. La terreur me paralysa. « Il est temps de me suivre maintenant, » dit l'homme en noir. « Où est Eddie » balbutiai-je. « Que lui avez-vous fait » Sa bouche mince se fendit en un sourire. Pour quelque raison obscure, ma question paraissait l'amuser. « Eddie » ricana-t-il. « Ne t'inquiète pas pour Eddie. » Du coin de l'œil, je vis les 2 femmes qui arrachaient des légumes rentrer dans leur habitation. Tout le monde avait disparu. La route et le paysage étaient déserts, à l'exception de quelques poules et d'un chien endormi sur une meule de paille. « Je ne comprends pas, bégayai-je. Qui êtes-vous? Pourquoi nous poursuivez-vous » Cela le fit ricaner de plus belle. « Tu me connais, répondit-il doucement. « Non, protestai-je avec véhémence. Je ne vous connais pas. Vous me prenez pour quelqu'un d'autre. C'est une erreur. » Son sourire s'évanouit. « Allez, viens, ordonna-t-il. « Non, hurlai-je. Je veux savoir qui vous êtes. Et je veux savoir où se trouve mon frère. » Il fit un pas en avant. Je regardai autour de moi, prêt à m'enfuir. Mes jambes tremblantes me porteraient-elles? « N'essaie plus de m'échapper, » dit-il comme s'il lisait dans mes pensées. « Mais, tu dois m'accompagner, il est grand temps. » Il s'avança encore, m'agrippa par les épaules. Je n'eus même pas la force de me débattre, de tenter de me dégager. Le sol se mit à trembler. Un autre char à bœuf fonçait vers nous à grand renfort de grincements de roues et de claquements de fouet. L'animal se déplaçait à vive allure, soufflant de l'air par les naseaux. Le char nous frôla de si près que l'homme en noir fut obligé de relâcher son étreinte et de faire un bond sur le côté. Son pied s'enfonça dans une ornière. Je le vis trébucher dans la boue et perdre l'équilibre. Je vis son chapeau s'envoler. C'était le moment ou jamais. Je pris mes jambes à mon cou et je filai comme une flèche à travers champs. Au moment de disparaître entre 2 massures, je jetai un regard en arrière. L'homme en noir se baissait pour ramasser son chapeau. Il n'avait pas un seul cheveu. Son crâne brillait comme un œuf sous le soleil. J'étais à bout de souffle et ma poitrine commençait à me faire mal, mais je continuais de courir. La prairie verte s'étendait sur ma droite. Impossible de m'y cacher. Une femme qui faisait griller une sorte de boudin sur un feu de bois me héla au passage. Je ne ralentis pas pour lui répondre. J'entendais des enfants pleurer. 2 chiens galeux me pourchassèrent en aboyant et tentèrent de me happer les mollets. « Allez-vous-en » criai-je. « Fichez-moi la paix !» Là-bas, la haute silhouette noire bondissait à toute allure dans ma direction, sa cape flottant au vent. « Il va me rattraper, me dis-je. Il faut que je me trouve une cachette, et vite. » Je plongeais entre 2 huttes basses et me heurtais à une grande femme qui tenait un bébé dans ses bras. Le bébé était emmailloté dans un lange de toile grise. Surprise, la femme le serra contre sa poitrine. « Il faut me cacher, lui criai-je hors d'haleine. « Va-t'en !» Elle semblait plus effrayée qu'hostile. « Je vous en prie, il me poursuit. » Je lui montrai l'homme en noir qui se rapprochait. « Ne le laissez pas m'échapper. Cachez-moi, cachez-moi. » La femme m'observa un instant et haussa ses larges épaules. « Je ne peux pas, dit-elle. » Un long soupir m'échappa, un soupir de défaite. Je me savais incapable de continuer à fuir. J'étais perdu. La femme se détourna pour regarder l'homme en noir qui courait dans l'herbe. « Je vous payerai, lui lançai-je tout à trac. Je venais soudain de me rappeler les pièces au fond de ma poche, celles dont le chauffeur de taxi n'avait pas voulu. Les accepterait-elle?
Je les extirpai de mon jean et les lui tendis. « Tenez, prenez ça, prenez tout, mais cachez-moi, je vous en prie. » Je lui mis les pièces dans la main, elle les examina en fronçant les sourcils et sa bouche s'ouvrit toute grande. « Elle va me les jeter à la tête, me dis-je. Elle va les refuser comme le chauffeur de taxi. » Mais je me trompais. « De l'or, s'exclama-t-elle, des souverains. J'en ai vu une fois quand j'étais petite fille. » Elle fit disparaître les pièces dans les replis de sa robe et me propulsa sans ménagement vers la porte de sa massure. L'intérieur sentait le poisson. Il y avait un lit de bois et un berceau à côté de la cheminée. « Vite, dans le panier à linge !» ordonna la femme. « Il est vide. » Elle me poussa de nouveau, cette fois vers un grand panier d'osier muni d'un couvercle. Le cœur battant, je me glissai dedans. Le couvercle se referma sur moi, me plongeant dans l'obscurité. Je me tapis au fond du panier, à genoux, le dos courbé, en appui sur mes avant-bras. Cette femme a pris mes pièces avec empressement, me dis-je. Elle ne pense pas que c'est de l'argent de théâtre, comme le prétendait le chauffeur de taxi. Les pièces doivent être très vieilles. Un frisson me parcourut alors. Je comprenais tout à coup pourquoi tout me paraissait si différent, si étrange. Nous avions réellement effectué un saut en arrière dans le temps, Eddie et moi. Nous étions bien à Londres, mais des siècles plus tôt. L'homme en noir nous avait fait remonter dans le passé à l'aide de ces 3 pierres blanches. Il me poursuivait parce qu'il me confondait avec quelqu'un d'autre. Comment le convaincre qu'il se trompait? Et surtout, comment sortir du passé et revenir dans notre époque? Un murmure de voix s'éleva au dehors. Je retins ma respiration pour écouter. « Elle est ici, messire, » disait la femme. J'entendis des pas se rapprocher. Ils étaient tout près. « Où ça ?» demanda l'homme en noir. « Dans ce panier à linge, messire, » répondit la femme. « Elle vous attend, vous pouvez l'emporter. » Mon cœur bondit dans ma poitrine. Ma frayeur n'avait d'égal que ma colère. J'ai remis mon sort et mon argent entre les mains de cette femme, pensai-je, et elle vient de révéler ma cachette. Comment a-t-elle pu me trahir ainsi? J'étais toujours à genoux dans ma position inconfortable et mon corps commençait à s'ankyloser. Je me contorsionnais pour tenter d'ouvrir le couvercle du panier. Avec un grognement de dépit, je constatai qu'il refusait de bouger. La femme avait dû mettre un cadenas. Le panier s'ébranla soudain, me renversant sur le côté. Je sentis qu'on le traînait sur le sol. « Hé, hé !» criai-je d'une voix étouffée. « Laissez-moi sortir !» Le panier continua d'avancer, puis s'arrêta. Un chuchotement me fit dresser l'oreille. « Petite, écoute, petite !» C'était la femme qui parlait. « Je suis désolée, me dit-elle. J'espère que tu trouveras en toi la force de me pardonner, mais je n'ai pas osé tenir tête à messire, l'exécuteur des hautes œuvres. »« Qui ça? Comment l'avez-vous appelé ?» Silence. Le panier reprit sa progression, plus vite cette fois, en se heurtant aux ornières du chemin. J'entendis des chevaux hennir, puis je basculai en arrière tandis qu'on me soulevait dans les airs. Peu après, le panier se mit à cahoter au galop régulier des chevaux. Je devinai qu'on venait de me hisser sur une carriole pour me transporter quelque part. Messire l'exécuteur des hautes œuvres. L'homme en noir était donc un bourreau. Je ne pus m'empêcher de trembler dans ma prison d'osier. Messire l'exécuteur des hautes œuvres. Ces mots me hantaient l'esprit, et je me demandais « Que veut-il faire de moi ?» La carriole s'arrêta si brusquement que je heurtai du front la paroi du panier. Je transpirais de peur dans l'atmosphère confinée où j'étais enfermé. J'avais besoin d'air frais. J'étouffai un cri quand le couvercle du panier s'ouvrit. La clarté du soleil m'aveugla un instant. « Faites-la sortir de là !» ordonna la voix sonore de l'homme en noir. 2 soldats en uniforme gris me saisirent entre leurs mains robustes et m'extirpèrent du coffre d'osier. Ils me mirent debout et me relâchèrent, mais mes genoux se dérobèrent sous moi et je m'écroulai dans la poussière. « Relevez-la !» dit le bourreau. Les soldats se baissèrent et me relevèrent. J'avais des crampes dans les jambes et le dos tout endolori à force d'avoir été secoué dans le panier durant le trajet en carriole. Protégeant mes yeux de l'éclat du soleil, je regardais l'homme en noir. Comme toujours, son visage restait à moitié dissimulé par l'ombre de son chapeau. « Laissez-moi partir, implorai-je. Pourquoi faites-vous cela ?» Il ne répondit pas. « Vous commettez une terrible erreur, poursuivis-je d'une voix tremblante de colère et de peur. Je ne sais pas pourquoi je suis ici, ni comment j'y suis parvenu, mais vous vous trompez de personne. » Là encore, il ne dit rien. Il se contenta d'adresser un signe aux soldats qui m'obligèrent à me retourner. Et je vis apparaître un sombre château qui me sembla aussitôt familier. Je reconnaissais cette cour, ce mur d'enceinte, cette tour menaçante dressée vers le ciel. La tour de la terreur.
Il venait de me conduire à la tour de la terreur. C'est là qu'Eddie et moi l'avons rencontré pour la première fois, pensai-je. C'est là que ce bourreau a commencé à nous poursuivre. Mais cela se passait au XXe siècle, à des centaines d'années du moment présent. Il nous a fait remonter le temps pour une raison connue de lui seul. Et maintenant, j'ai perdu Eddie, et on va m'enfermer dans la tour de la terreur. Le bourreau se mit en marche, les soldats m'empoignèrent sans ménagement et me firent traverser la cour menant à l'entrée du château. La cour était peuplée de gens hagards, vêtus de loques, qui me regardèrent sans me voir. Certains se dressaient comme des épouvantails, l'œil vide, l'esprit ailleurs. Ils contemplaient le ciel et les larmes coulaient sur leurs visages. D'autres, assis dans la poussière, marmonnaient des propos inintelligibles. Des bébés criaient, accrochés à leur mère. Un vieillard à la crinière blanche gémissait en se balançant d'avant en arrière. Ces malheureux qui croupissaient dans la saleté devaient être des prisonniers. Je me rappelais que selon notre guide, le château avait d'abord été une prison. J'aurais donné n'importe quoi pour me retrouver aux côtés de M. Stark et de son groupe de touristes, dans le futur, loin de ce cauchemar. Après m'avoir poussé dans les ténèbres du château, les soldats me traînèrent malgré ma résistance vers l'escalier tortueux de la tour. « Lâchez-moi » criai-je. Je me débattis, mais ils étaient trop grands, trop forts pour moi. L'escalier tournait encore et encore, en débouchant sur le palier où se trouvait la cellule de fer. Je vis que celle-ci était pleine de prisonniers serrés les uns contre les autres. Ils écrasaient leurs visages blêmes entre les barreaux. La plupart ne levèrent même pas les yeux sur mon passage. Notre ascension se poursuivit jusqu'à la porte sombre, en haut de la tour. « Non, je vous en prie, suppliai-je, pas là-dedans. » Mais ils ne m'écoutèrent pas. Ils firent coulisser le verrou et ouvrirent la porte. Une bourrade dans le dos m'envoya trébucher à l'intérieur du cachot. Je m'écroulai durement sur le sol, me heurtant les coudes et les genoux. J'entendis la lourde porte claquer derrière moi et quelqu'un remit le verrou en place. J'étais enfermé, cloîtré dans une chambre minuscule au sommet de la tour de la terreur. C'est alors qu'une voix familière appela mon nom. « Sue ?» Je me redressai, levai les yeux, une onde de joie m'envahit. « Eddie !» m'écriai-je. « Eddie, que fais-tu là ?» Mon petit frère était assis contre le mur, sous le mince rail de lumière provenant de l'unique fenêtre. Il se précipita vers moi et m'aida à me remettre debout. « Sue, tu n'as rien ?»« Non, ne t'inquiète pas. Et toi, ça va ?»« Je crois. » La frayeur se lisait dans son regard. Ses cheveux humides de transpiration lui collaient au front. Une traînée de poussière lui zébrait la joue. « L'homme noir m'a attrapé, m'expliqua-t-il. Là-bas, sur la route. Souviens-toi, quand on a rencontré ce garçon qui ne savait pas ce qu'était un hôtel. Oui, je me suis retourné et tu n'étais plus là. J'ai essayé de t'appeler, poursuivit-il, mais il m'a couvert la bouche de sa main. Il m'a remis à ses soldats qui m'ont poussé derrière un cottage. Quel homme affreux, murmurai-je en m'efforçant de retenir mes larmes. Ensuite, un des soldats m'a hissé sur son cheval. J'ai tenté de me débattre, mais c'était impossible. Il m'a emporté jusqu'au château et enfermé ici. Sais-tu qui est l'homme en noir ? Dis-je à mon frère. J'ai fini par le découvrir. C'est l'exécuteur des hautes œuvres. Sa bouche s'ouvrit. Ses yeux se rivèrent aux miens. L'exécuteur ? Je hochai tristement la tête. Oui, le bourreau. Mais que nous veut-il ? Demanda Eddie. Pourquoi est-ce qu'il nous court après ? Et pourquoi sommes-nous séquestrés dans cette horrible tour ? Un sanglot m'échappa. Je l'ignore. Je m'apprêtais à ajouter quelque chose, mais je m'interrompis en entendant du bruit derrière la porte. Eddie se serra contre moi. Le verrou grinça. La porte s'ouvrit lentement. Quelqu'un venait nous chercher. Un vieil homme entra dans la pièce. Il avait de longs cheveux d'un blanc soyeux dont les mèches désordonnées flottaient sur ses épaules et une petite barbe blanche taillée en pointe. Il portait une ample tunique violette qui descendait jusqu'à terre. Ses yeux étaient aussi violets que sa tunique. Ils se posèrent d'abord sur Eddie, puis s'attardèrent sur moi. « Vous êtes revenu, dit-il. » Il parla à voix basse, avec une grande douceur. Son regard semblait voilé de chagrin. « Qui êtes-vous » m'écriai-je. « Pourquoi nous avez-vous enfermés dans cette tour ?»« Relâchez-nous » ordonna Eddie d'une voix aiguë. « Laissez-nous sortir tout de suite. » L'homme s'avança, sa longue tunique frôlant le sol. Il secoua tristement la tête, mais ne répondit pas. Les gémissements des prisonniers nous parvenaient à travers la lucarne au-dessus de nos têtes. Le soleil du soir diffusait sa lumière grisâtre autour de nous. « Vous ne vous souvenez pas de moi ?» constata l'inconnu. « Bien sûr que non, rétorqua Eddie. « Vous vous trompez de personne ?» ajoutai-je. «
Vous ne vous souvenez pas de moi répéta-t-il en caressant sa courte barbe blanche. Mais ça viendra. Il avait l'air gentil, plein de bonté, tout le contraire du bourreau. Mais quand ses étranges yeux violets croisèrent à nouveau les miens, je compris que cet homme devait être puissant. Puissant et dangereux. « Laissez-nous partir, insista Eddie. L'homme poussa un soupir. J'aimerais qu'il soit en mon pouvoir de te libérer, Édouard. Et toi aussi, Susanna. Je levai impérieusement la main. Hé, attendez une minute. Je m'appelle Sue, pas Susanna. Cela le fit sourire. Peut-être devrais-je me présenter moi-même, dit-il. Je suis Morgred, le magicien du roi. Un magicien? Vous faites des tours de passe-passe? S'étonna Eddie. Des tours de passe-passe? La question parut dérouter notre interlocuteur. Je demandai à mon tour. Est-ce vous qui avez ordonné qu'on nous enferme, ici? Est-ce vous qui nous avez fait remonter dans le temps? Pourquoi? Que cherchez-vous? Ce n'est pas facile à expliquer, Susanna, déclara Morgred. Édouard et toi, vous devez d'abord savoir. Arrêtez de m'appeler Susanna, hurlai-je. Et arrêtez de m'appeler Édouard, renchérit mon frère. Mon nom c'est Eddie, tout le monde m'appelle comme ça. Le vieil homme nous étreignit affectueusement l'épaule. Je crois qu'il me faut commencer par vous révéler une belle surprise, annonça-t-il. Vous ne vous appelez pas Eddie et Sue, et vous ne vivez pas au XXe siècle. Hein? M'exclamai-je. Qu'est-ce que vous racontez? En réalité, vous vous appelez bien Édouard et Susanna, poursuivit Morgred. Vous êtes le prince et la princesse d'York, et vous avez été emprisonnés dans la tour sur ordre de votre oncle, le roi. C'est faux, s'écria Eddie. Nous savons qui nous sommes tout de même. Je me sentais comme étourdi par la révélation de Morgred. Vous ne vous appelez pas Eddie et Sue, vous êtes Édouard et Susanna d'York. Je me dégageai de son étreinte et reculai d'un pas pour l'étudier. Était-il fou? Voulait-il plaisanter? Non, ses yeux n'exprimaient qu'une profonde tristesse. Je savais que vous ne me croiriez pas, dit-il. Pourtant, je vous assure que c'est la vérité. Je vous ai jeté un sort, j'ai voulu vous aider à vous enfuir. Nous enfuir, balbutiai-je. De cette tour? Morgred acquiesça. Vous enfuir de cette tour et échapper ainsi à votre sort funeste. Tandis qu'il prononçait ces paroles, la voix de M. Stark, notre guide, me revint à l'oreille. Je me rappelais l'histoire qu'il nous avait contée. Je me rappelais le destin cruel du prince Édouard et de la princesse Susanna. Le roi avait donné l'ordre de les tuer pendant leur sommeil, de les étouffer sous leur oreiller. C'est impossible, il ne s'agit pas de nous, me lamentai-je. Peut-être qu'Eddie et moi ressemblons à ce prince et à cette princesse, peut-être même que nous leur ressemblons beaucoup, mais nous sommes des enfants du XXe siècle. Morgred secoua la tête. Je vous ai jeté un sort, expliqua-t-il. J'ai effacé tous vos souvenirs. Vous étiez enfermés dans cette tour. Il fallait que je vous libère. Je vous ai d'abord fait disparaître afin de vous cacher dans l'abbaye. Ensuite, je vous ai expédié dans le futur, aussi loin que je le pouvais. C'est faux, protesta Eddie de plus belle. C'est archi faux. Je m'appelle Eddie, pas Édouard. Je m'appelle Eddie. Morgred soupira de nouveau. Seulement Eddie? Demanda-t-il. Quel est ton nom de famille, Eddie? Bourdouilla mon frère. Il se tut lamentablement. Quand je vous ai propulsé dans l'avenir, je vous ai donné de nouveaux souvenirs, poursuivit Morgred. Des souvenirs neufs pour vous permettre de vous adapter à une époque lointaine. Toutefois, ces souvenirs étaient incomplets. Voilà pourquoi nous ne pouvions pas nous rappeler à quoi ressemblaient nos parents, m'exclamai-je, ni même l'endroit où nous habitions. Mais nos vrais parents? Demanda Eddie. Vos parents, le roi et la reine légitimes, sont morts, hélas. Votre oncle s'est proclamé roi à leur place, et il a ordonné qu'on vous jette dans la tour afin de vous écarter de son chemin. Il veut nous faire assassiner, dis-je. Morgred ferma les yeux et hocha la tête. Je le crains. Je n'ai aucun moyen de l'en empêcher à présent. Ces hommes vont bientôt arriver. Je ne peux pas le croire, murmura Eddie. J'ai l'impression de faire un cauchemar. Mais je savais que le magicien disait la vérité, et l'horreur de cette vérité me glaçait. Nous n'étions pas Eddie et Sue, nés au XXe siècle. Nous étions Édouard et Susanna d'York, et nous vivions à une époque sombre et dangereuse. J'ai voulu vous éloigner le plus possible de ce château, de cette tour, répéta Morgred. Je vous ai envoyé dans le futur pour que vous commenciez une existence nouvelle. Je comptais ne jamais vous revoir. Mais qu'est-il arrivé? Demandai-je. Pourquoi sommes-nous de retour, Morgred? L'exécuteur des hautes œuvres m'espionnait. Il a deviné mes intentions. Alors, il s'arrêta et tourna la tête du côté de la porte. Était-ce un bruit de pas? Y avait-il quelqu'un dehors? Je tendis également l'oreille. Silence. Morgred poursuivit dans un chuchotement.
L'exécuteur était probablement caché dans les parages quand je vous ai envoyé dans le futur. Pour vous jeter mon sort, je me suis servi de 3 pierres blanches au pouvoir particulier. Plus tard, il m'a volé les pierres et a accompli à son tour l'acte magique. Il a voyagé dans le futur pour vous rattraper et vous ramener ici. Et comme vous le savez tous les deux, il a réussi. Morgred fit un pas en avant et posa la main sur mon front. Cette main était froide au début, puis elle se réchauffa de plus en plus, au point que je dus me dégager pour échapper à ce contact brûlant. Alors toute ma mémoire me revint. J'étais de nouveau la princesse Susanna d'York. J'avais retrouvé ma véritable identité. Je me rappelais mes parents, le roi et la reine. Je me rappelais mon enfance dans le château royal. Morgred soumit Eddie au même traitement. Je vis l'expression de mon frère changer quand il comprit qu'il était bien le prince Édouard. « Morgred, comment vous y êtes-vous pris pour nous envoyer dans le futur ?» demanda Édouard. « Ne pourriez-vous pas recommencer ?»« Oui, m'écriai-je, pourquoi ne pas le faire tout de suite, avant que ne surviennent les soldats du roi ?» Morgred secoua tristement la tête. « Hélas, c'est impossible, je n'ai plus les 3 pierres blanches. Je vous l'ai dit, elles m'ont été volées par l'exécuteur des hautes œuvres. » Un sourire éclaira le visage d'Édouard. Il fouilla dans sa poche. « Les voilà, annonça-t-il. Puis il m'adressa un clin d'œil et ajouta. « Je les ai volées une 2e fois quand le bourreau m'a capturé sur la route. » Il remit les pierres à Morgred qui ne put dissimuler son étonnement. « C'est un sort très simple en vérité, expliqua le magicien après s'être ressaisi. Je pose les pierres l'une sur l'autre dans le creux de ma main. Il joignit le reste à la parole. Ensuite, j'attends qu'elle s'illumine avant de prononcer la formule Movarum, Lovaris, Movarus. Puis je concentre ma pensée sur le voyageur et j'énonce clairement en quelle année je veux l'expédier. « C'est tout ?» s'étonna Édouard en regardant les pierres qui brillaient déjà d'un vif éclat. « C'est tout, prince Édouard. Alors faites-le, suppliai-je. Dépêchez-vous, je vous en prie. »« Je ne peux pas, » dit le magicien d'une voix brisée. Il enfouit les pierres dans sa tunique et poussa un profond soupir. « Mon vœu le plus cher serait de vous sauver la vie, mes enfants. Mais si je vous aide encore à vous enfuir, le roi me fera torturer et mettre à mort, et je ne pourrai plus me servir de mes pouvoirs magiques pour porter secours à tous les pauvres gens. » Il avait les yeux pleins de larmes. « J'espère seulement que vous avez apprécié votre bref séjour dans le futur, acheva-t-il dans un murmure. Je frissonnais. « Alors vous ne pouvez rien faire pour nous ?»« Hélas non, répondit-il. »« Même si on vous l'ordonnait ?» intervint Édouard. « Même si vous me l'ordonniez. » Avec un sanglot, Morgred attira Édouard contre lui et le serra dans ses bras. Puis, il m'étreignit aussi. « Je suis impuissant, chuchota-t-il. Pardonnez-moi, je vous en conjure, mais c'est ainsi. »« Combien de temps nous reste-t-il à vivre ?» demandai-je d'une voix tremblante. « Quelques heures peut-être, » dit Morgred. Il se détourna et ne supportait pas de nous regarder. Un silence pesant envahit la pièce. Édouard me fit soudain tressaillir en se penchant vers moi et en me soufflant à l'oreille. « Susanna, la porte !» Morgred l'a laissée entr'ouverte en entrant. Je jetai un coup d'œil du côté de la lourde porte de bois. Édouard disait vrai. Elle était à moitié ouverte. Nous avons encore une chance, pensai-je, le cœur battant. Une toute petite chance. Et je me mis à hurler. « Édouard, sauve qui peut !» Je courus vers la porte et me figeai en plein mouvement. Je n'eus que le temps de me retourner pour voir Édouard se figer aussi, les bras tendus, le corps penché en avant. Je m'efforçai de bouger. Impossible. Il me sembla que mon corps venait de se changer en pierre. Il me fallut quelques secondes pour comprendre que Morgred nous avait jeté un sort. Pétrifié au milieu du cachot, je vis le magicien se diriger vers la sortie. À mi-chemin, il se tourna vers nous. « Je suis désolé, dit-il d'une voix émue, mais je ne peux pas vous permettre de vous enfuir. Essayez de comprendre, j'ai fait de mon mieux. » Les larmes coulaient sur ses joues et descendaient se perdre dans sa barbe blanche. Il nous lança un dernier regard rempli de tristesse, et la porte se referma en claquant derrière lui. Dès que celle-ci fut verrouillée de l'extérieur, le charme cessa d'agir. Édouard et moi pouvions de nouveau bouger. Je me laissai tomber à terre, me sentant tout à coup épuisé. Édouard se tenait à mes côtés, tendu, les yeux rivés sur la porte. « Qu'allons-nous faire ?» lui demandai-je. « Pauvre Morgred, il a essayé de nous sauver, mais il a échoué. Si seulement... » Un bruit de pas dans l'escalier m'empêcha de poursuivre. Je crus d'abord que c'était Morgred qui revenait. Puis j'entendis des chuchotements. Il n'y avait plus d'un homme juste derrière la porte. Et je reconnus la voix de l'un d'eux, l'exécuteur des hautes œuvres.
Je parvins à me remettre debout et regardai Édouard avec appréhension. « Les voilà, dis-je. » À mon étonnement, Édouard resta calme. Il leva le bras, il serrait quelque chose dans son poing fermé. Quand il l'ouvrit, je reconnus les 3 pierres blanches de Morgred. Elles luisaient déjà faiblement, comme si un feu couvait à l'intérieur. « Édouard » m'écriai-je. « Encore ?» Un sourire joua sur ses lèvres, son regard brillait d'excitation. « Je les ai reprises à Morgred quand il m'a serré contre lui, » m'expliqua-t-il. « Te souviens-tu de la formule magique ?» Son sourire s'évanouit. « Oui, je crois. » Le bruit de pas derrière la porte se rapprochait. « Alors dépêche-toi, Édouard, par pitié !» J'entendis le verrou grincer. Édouard empila les pierres dans le creux de sa main, où elles se mirent à rayonner de plus en plus fort. Puis, il prononça les mots magiques. Movarum, Lovaris, Movarus. Les pierres projetèrent un éclair aveuglant qui illumina toute la pièce. La lumière s'évanouit, je regardai autour de moi. « Oh, Édouard » me lamentai-je, « ça n'a pas marché, nous sommes toujours dans la tour. » Mais avant que mon frère puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Ils étaient là, devant nous, un groupe de touristes. Je ne reconnus pas leur guide. C'était une jeune femme, vêtue de 2 t-shirts superposés rouge et jaune, et d'une mini-jupe sur des collants noirs. Elle mâchait du chewing-gum. J'adressai à Édouard mon plus beau sourire. J'éprouvais un tel bonheur. « Tu as réussi, Édouard » m'exclamai-je. « Tu as réussi, tu es un vrai magicien. »« Appelle-moi Eddie » me répondit-il en riant. « D'accord, Sou ?» La formule magique avait parfaitement fonctionné. Nous étions de retour au XXe siècle, toujours dans la tour de la terreur, mais cette fois, en touriste. Voici le petit cachot où le prince Édouard et la princesse Susanna d'York furent emprisonnés, annonça notre guide. Le roi, leur oncle, les avait fait condamner à mort, mais on ne les exécuta jamais. Que leur arriva-t-il lui demandai-je. Elle haussa les épaules. Nul ne le sait. La nuit où on devait les assassiner, le prince et la princesse disparurent. Ils s'évanouirent dans l'air tout simplement. C'est un mystère que personne jusqu'ici n'a pu expliquer. Certains membres du groupe échangèrent des murmures tout en promenant leur regard autour de la petite pièce. « Voyez l'épaisseur de ces murs de pierre » poursuivit notre guide sans cesser de mastiquer son chewing-gum. « Et les barreaux de cette minuscule lucarne ? Comment se sont-ils échappés ? Tout le monde l'ignore. » Une voix chuchota derrière moi. « Tout le monde, sauf nous, pas vrai ? Je crois que nous connaissons la clé du mystère. » Je me retournai en même temps qu'Eddie. Morgred était là, souriant. Il nous fit un clin d'œil. Il portait une veste de sport violette sur un pantalon gris foncé. « Merci de m'avoir emmené avec vous, » dit-il. « C'était normal, Morgred, » répondit Eddie. « Nous avions besoin d'un parent. » Morgred se mit un doigt sur les lèvres. « Chut, ne m'appelle pas Morgred. Désormais je serai Monsieur Morgan. Qu'en pensez-vous ?»« Ça me va, répondis-je. Et je suppose que je m'appelle Sue Morgan, et voici Eddie Morgan. » Je donnai une tape dans le dos de mon frère. Tandis que notre groupe s'acheminait hors de la tour de la terreur, Eddie sortit les 3 pierres blanches de la poche de son jean et se mit à jouer avec. « Si je ne vous les avais pas dérobées, confia-t-il à M. Morgan, ce guide raconterait une histoire tout à fait différente, n'est-ce pas ?»« Oui, murmura-t-il pensivement, très différente. »« Allons-nous-en d'ici, suppliai-je. Je ne veux plus jamais revoir cette tour. »« Je meurs de faim, déclara Eddie. Je me rendis soudain compte que j'étais affamé moi aussi. Voulez-vous que je fasse apparaître des sandwichs ? Proposa M. Morgan. Eddie poussa le même gémissement que moi. Ah non, protestai-je. J'ai eu mon compte de tour de magie pour aujourd'hui. Je préfère me payer un bon hamburger frites. Et voilà comment se termine la tour de la terreur. Alors, je crois que c'est un des rares livres pour le moment que nous ayons lu qui se termine extrêmement bien. D'habitude, il y a toujours un dernier petit sursaut de oh mon Dieu, c'est pas la vraie fin qu'on pensait. Mais là, je suis content. Ils ont le petit frère était pas chiant du tout, hein, comme on a pu le voir dans certains livres, petite sœur, petit frère, casse-pied. Là, frère et sœur étaient vraiment cool. C'est vrai qu'ils méritaient pas leur sort. Je me suis presque, enfin, dès la première lecture, quand j'avais entendu que avec le guide de Monsieur Stark, quand il disait que la princesse s'appelait Susanna, alors que c'était Sue et l'autre c'était Edward ou le Dédi, j'avais su que c'était déjà de eux qu'on parlait. Donc déjà dès les premiers chapitres.
J'avais pas trop envie de vous spoiler en expliquant ça. Je pense que je l'ai fait malgré moi, mais je m'excuse si jamais vous auriez voulu avoir la surprise. Mais bon, je pense que c'était quand même assez évident. J'ai eu la haine quand Sue a donné son or à la femme avec son bébé et qu'elle l'a balancé quand même. Je l'aurais éclaté en quatre. Je me suis presque douté que Morgred avait fait exprès de laisser ses pierres dans sa poche en espérant que Eddie les lui vole, parce que je crois pas qu'il a serré Susanna tout de suite après avoir serré Eddie dans ses bras. Je pense qu'il le savait. Je pense qu'il l'a fait exprès de se faire voler les pierres. Mais en tout cas, c'était une chouette histoire. J'ai vraiment bien aimé, j'espère que vous aussi. Le livre suivant, le tome 19, nous le lirons en janvier. J'espère que vous avez passé encore une fois donc de très belles fêtes de Noël. Moi, je vous souhaite à l'avance une excellente année. Et je vais vous lire le synopsis du suivant. Comme ça, on se donnera un petit peu envie pour janvier. Ça sera le tome donc numéro 19, leçon de piano. Attendez, je vous l'éclaire. Ah, mes bougies se sont éteintes. En tout cas, certaines de mes bougies. J'y vais doucement parce que maintenant on dirait que la bougie a tellement fondi que c'est de la flotte dedans. Donc voilà, c'est ceci. Celui-ci, il a l'air cool. Leçon de piano et piège mortel. Donc lui, je ne l'ai jamais lu non plus. Je vais vous lire le synopsis pour la prochaine fois. Peut-être que la plupart d'entre vous sont déjà en train de dormir. Pour les autres, j'espère que ce livre vous fera envie. Comme je l'ai dit, je vous souhaite aussi d'avance une excellente année. Attention aux fausses notes. En explorant le grenier de sa maison, Jérôme découvre un magnifique piano abandonné par d'anciens propriétaires. Et s'il apprenait à en jouer? L'idée est tentante. Mais le professeur trouvé par annonce est plus que bizarre, et les histoires qu'on raconte sur lui sont angoissantes. Ses élèves disparaissent-ils vraiment pour ne jamais revenir?